Professeur Pius Ondor, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin pour échanger autour de deux de vos nombreuses publications. Bienvenue à Ouafrica TV. Okay, merci. Nous allons commencer notre échange autour de cet ouvrage que vous avez commis en 2018 auprès de votre éditeur traditionnel L'Harmattan, intitulé « Un monde différent, défi du présent, utopie créatrice de l'avenir ». Professeur, vous appelez à un monde différent. La première question qui me vient lorsque je lis le titre, c'est pourquoi les guillemets autour du terme, du concept différent. Est-ce que c'est parce que vous n'assumez pas cette audace de penser à un monde différent? Pourquoi des guillemets? Bon, c'est une spécification, n'est-ce pas, de ce nouveau monde que j'appelle de mes voeux. Différent, il y a aussi l'insistance sur insistance qualitative, dans la mesure où si le monde actuel doit effectivement évoluer et changer, c'est que précisément il est plein de limites, il est plein, n'est-ce pas, de défis, il est plein de problèmes qu'il s'agit de prendre en charge, défis qu'il s'agit de relever. Et différent indique aussi le sens vers lequel s'acheminer pour modifier et remodeler le monde actuel, que beaucoup pensent achever, mais qui précisément, du fait des défis, du fait des limitations, du fait des dérives, n'est pas un monde achevé. Il faudrait d'ailleurs achever l'organisation de ce monde pour monter à un niveau supérieur de socialité et de société, pour qu'on soit véritablement en phase avec l'objectif essentiel que j'ai toujours mis en lumière, à savoir atteindre l'authenticité de l'homme. Donc, différent, c'est entre guillemets, il y a une insistance, il y a une affectation de qualité. Sur le plan de la qualité, il faut que le monde vers lequel nous devons désormais cheminer soit un monde qui ne reprend pas l'état du monde actuel. Deuxième élément sur la forme, le point d'exclamation. Le point d'exclamation est un signe essentiellement expressif qui marque la surprise, l'étonnement, la crainte, le regret, l'ordre ou l'injonction. Quel est le sens du point d'exclamation dans le titre que vous avez choisi? Un monde différent, point d'exclamation. C'est l'expression de l'impérativité de la situation dans laquelle nous sommes. Il est important, il est heureux que nous prenions conscience qu'il faut changer. Donc, c'est un appel insistant à ce qu'il y ait autre chose. Ce n'est pas quelque chose de différent, ce point d'exclamation-là. Ce n'est même pas non plus dans un sens seulement de soupir utopique, que pourvu qu'il y ait quelque chose. Mais c'est l'insistance et l'appel à cette autre chose que marque le point d'exclamation. Il faut que le monde soit différent. On ne peut pas continuer dans les normes, dans le fonctionnement actuel. Sinon, à tous les niveaux, on dérivera vers la catastrophe. Et c'est cela que j'appelle, dans un autre texte, l'extinction possible du monde. Notamment, on en a parlé dernièrement, lorsque une technoscience est utilisée dans la seule logique instrumentaliste, dans la seule logique de domination et d'exploitation qui élimine à la fois l'homme et la nature, je ne pense pas que ce soit là le vrai monde, le monde de la vraie authenticité de l'homme.
Mais professeur, est-ce que vous n'êtes pas dans une forme de catastrophisme pour revenir aux réflexions de Serge Latouche, Suzanne Hemingway et d'autres qui prônent un catastrophisme éclairé? Est-ce que vous n'êtes pas dans une logique catastrophiste en nous disant que le monde va mal, il dépérit? Est-ce que cette situation est nouvelle, cette dégradation de l'environnement de vie depuis la création de l'humanité? Est-ce que l'homme n'a pas toujours été pris au piège par ses propres instincts de domination, cette société consumériste qu'on a inventée? Est-ce que ce n'est pas du catastrophisme en réalité? Pour moi, ce n'est pas du catastrophisme. Il s'agit plutôt d'un réalisme parfaitement éclairé. Le réalisme éclairé renvoie au constat de ce que nous avons à vivre, de ce que nous vivons. Donc, il n'y a là absolument aucun maquillage de la réalité. Il y a à voir la réalité telle qu'elle se déploie. Mais parler de catastrophisme, bon, peut-être que à partir de l'analyse du réel, de l'analyse positive du réel, nous prenons conscience que, à le laisser durer, alors la catastrophe est possible. Sans que cette catastrophe soit finalement décrétée comme nécessairement au bout. Mais plus justement, pour qu'elle ne soit pas au bout, changeons. Donc, il n'y a pas de catastrophisme. Et je ne me réfère pas à des analyses de type catastrophiste telles que vous venez de les évoquer, mais vous voyez vous-même que un monde différent renvoie quand même à, première chose, une façon changée ou différente de concevoir le réel, la vie, de concevoir la pratique, de concevoir la domination du réel, à laquelle nous invitent d'ailleurs, n'est-ce pas, Bacon et Descartes. Cette domination est effectivement nécessaire, mais doit-elle être faite de cette façon-là? Bon, un monde différent, ça renvoie aussi à des téléologies, à des finalités d'existence qui sont elles-mêmes différentes. De telle manière que, à finaliser l'homme, dans le sens seulement du pouvoir de ce que j'appelle la technopuissance, il y a finalement risque et dérive. Mais s'il y a risque et dérive, à partir de ce moment-là, il faut s'interroger. Il faut s'interroger. Mais en s'interrogeant, il ne s'agit pas seulement de s'interroger, il s'agit aussi de donner ce que je pourrais appeler les linéaments, n'est-ce pas, d'une transformation qualitative de ce monde-là, dans un sens à la fois plus hominisé, plus humanisé et finalement plus humain. Professeur, la catastrophe ne survient que lorsque l'aléa rencontre la vulnérabilité. L'aléa, ça peut être la conjoncture économique, ça peut être les changements climatiques, mais en termes de vulnérabilité, quand on vous lit, on sent que cette vulnérabilité est davantage due à notre propre humanité, à notre rapport à l'autre. Quels sont, selon vous, les facteurs qui créent cette vulnérabilité de l'être dans l'environnement que les hommes ont créé? C'est la morale, c'est l'éthique, c'est l'éducation? Nous allons partir de la nature elle-même, à savoir que l'homme est essentiellement désir et conatus, dont parlait Spinoza. Je crois que Spinoza est évoqué dans cet ouvrage. Alors, la vulnérabilité peut être créée dans le rapport entre les divers conatus, chacun cherchant à s'exprimer de la manière la meilleure et la plus forte possible, et rencontrant en face précisément la même dynamique. On se retrouve là dans une dialectique de l'antagonisme. Et il faut le gérer, cet antagonisme-là. Je crois qu'avec Hobbes, bon, nous avons vu, toujours dans l'ouvrage, que l'homme étant un loup pour l'homme, il aura fallu précisément que chacun se décharge, bride un peu le conatus pour faire émerger, n'est-ce pas, l'homme léviathan, l'État, pour donc se mettre au-dessus de tous
gérer tous, mais au profit de tous, de telle manière que chacun ne soit pas là à antagoniser la situation et à créer précisément le risque pour l'autre de disparaître. Encore que le risque de disparaître est vécu par lui-même comme danger, au point où il n'a pas envie, n'est-ce pas, de se laisser dépérir, de se laisser perdre, de se laisser dominer par l'autre. Donc on est en situation conflictuelle, on part donc de la nature, et à partir de la nature, il faut faire émerger dans le cadre du contrat social, il faut faire émerger, n'est-ce pas, une socialité qui prenne en compte chacun et tous, et l'intérêt de tous, et non pas seulement les intérêts sectoriels et partagés, enfin partiels de chacun. Parce que si chacun essaie tout simplement de faire dominer son propre intérêt, je pense que tout est en danger en ce moment-là. Donc, le cadre existentiel lui-même aussi est un élément important. Le cadre dans lequel on vit. Même la nature, il faut pouvoir la maîtriser, la dominer, pour que la vulnérabilité, la fragilité ontologique de l'humain, on puisse arriver à bout, de la dominer, de la régler, de l'orienter, de l'organiser. Donc, ce cadre-là, il faut l'organiser pour que précisément la dialectique des conatus ne soit pas prépondérante, qu'elle soit éteinte. Enfin, ou au moins pondérée, à défaut de l'éteindre. Parce que si on laisse chacun, je pense qu'il y a un problème. Bon, à un autre niveau encore plus social, des sociétés entre elles. Hein, la vulnérabilité vient du fait qu'il y a quand même une difficulté réelle, c'est que toutes les sociétés ne sont pas au même niveau, ne voguent pas vers les mêmes eaux, n'ont pas les mêmes finalités, n'ont pas les mêmes intérêts, chacune cherchant d'ailleurs à ramener l'autre de telle manière que l'autre soit résorbé dans ses intérêts et que les intérêts de cet autre étant pratiquement alignés, il puisse y avoir domination et assurance de réussite. Mais est-ce que c'est toujours possible d'arrimer les intérêts de l'autre et l'autre, si ce n'est en utilisant précisément la violence? Or, en utilisant la violence, c'est un dépassement de la vulnérabilité qu'on est ou qu'on a soi-même, mais une création de vulnérabilité pour l'autre et même une volonté d'extinction de l'autre. Et si c'est cela, ça ne vaut pas la peine, il me semble. Est-ce que ce ne serait pas mieux que tous voguant vers, n'est-ce pas, les mêmes finalités, réalisant les mêmes intérêts, on soit dans un état de conflictualité moindre, un état, n'est-ce pas, d'harmonie. Vous savez que je finissais, je crois, ce texte-là par la notion de symbionomie, à savoir, n'est-ce pas, une symbiose sociale de telle manière que les antagonismes étant réduits, chacun puisse trouver les meilleures modalités de sa propre expression, de sa propre réalisation. Isabelle Delanoë, justement, il y a quelque temps, a publié un fabuleux ouvrage d'économie politique intitulé « L'économie symbiotique ». Dans une dimension économique, justement, elle va au-delà de l'économie sociale et solidaire qui est vendue pour justement appeler à une prise de conscience sur la nécessité à la fois de préservation de l'environnement, de la nature, mais aussi de l'hominisation de l'économie finalement. J'ai été très sensible au tableau que vous proposez à la page 178, tableau de quelques indicateurs d'un autre développement. Vous avez mis autre entre guillemets. J'ai été très sensible aux indices que vous proposez. Par exemple, en termes d'indices, ces indices sont de 3 catégories. Au niveau de l'individualité, au niveau de l'intersubjectivité et au niveau de l'insertion dans la mondialisation. Vous proposez par exemple comme indice au niveau de l'individualité, la réalisation authentique de soi, l'adéquation de soi à soi.
Et en termes de mise en œuvre, c'est par la culture, c'est par l'éducation, c'est par la préservation des identités et des différences. Vous proposez, par exemple, la capacité d'utopie et d'imagination. En termes de mise en œuvre, ce serait par une élévation du niveau de formation. Vous proposez l'élévation de la conscience politique. J'en ai été aussi très sensible. Mise en œuvre par la culture civique et politique. C'est à la page 178. Dans le cas de l'intersubjectivité, vous proposez par exemple la conscience de l'harmonie et de la paix. Cela peut se faire par la formation éthique et civique. Dans le champ de l'insertion à la mondialisation, vous proposez comme indice l'indice de symbionomie planétaire. Et vous conférez aux Nations Unies, en l'occurrence au Conseil de sécurité, la charge de la mise en œuvre, parce que ce serait la tribune la plus indiquée. Et par exemple, en termes de présence et puissance dans les rapports internationaux, c'est toujours à l'ONU que revient la responsabilité de la mise en œuvre. La question qui me vient, professeur, est-ce que vous n'êtes pas en train d'imaginer le monde des bisounours? Est-ce que ce n'est pas une liturgie que vous nous proposez là? C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous rêvez d'un monde vraiment idéal. Est-ce que c'est possible dans l'environnement que nous vivons, où l'homme a toujours été un loup pour son prochain, où la violence, l'immanence de la violence, la transcendance même finalement de la violence dans les rapports humains est apparemment la loi de notre civilisation et de notre époque? Est-ce que ce n'est pas un monde idéal que vous nous proposez, professeur Pius Ondoa? Si c'était une utopie, je propose effectivement une utopie positive. Et comme le titre l'indique, utopie créatrice de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cadre des rapports de l'individu à lui-même déjà, j'ai donné un certain nombre d'indicateurs. Lorsque l'individu, n'est-ce pas, ne s'assume même pas et ne se réalise pas comme son propre projet. Lorsqu'il réalise le projet qui lui est imposé par une vision et par un ensemble d'intérêts qui ne sont pas forcément les siens. Première chose, réalise-t-il son authenticité? Rien n'est moins sûr. Deuxièmement, a-t-il même conscience de la notion d'authenticité et de réalisation de soi? Rien n'est moins sûr. Il devient donc finalement quelque chose qu'on manipule et donc qu'il accepte tout et n'importe quoi. Et il s'arrime justement à des intérêts qui ne sont pas forcément les siens. Dans le cadre du rapport à l'autre, il n'est pas non plus sûr que si ce rapport n'est pas positif, s'il n'est pas fondé sur des valeurs et sur un télos commun sur lequel nous avons discuté, sur lequel nous avons décidé de donner les marges, pour lequel on a décidé de donner les marges, ensemble, consensuellement, il n'est pas sûr qu'on puisse aller véritablement vers cette symbionomie à laquelle je pense. Évidemment, ça se corse entre les diverses sociétés. Parce que si c'est la conflictualité qui est première, vous comprenez très bien qu'il y aura toujours ce clivage dominé au sein de la socialité. Et c'est ça qui crée précisément, qui fait émerger et les violences et toutes les dérives. Mais je ne pense pas moins la même chose pour les diverses sociétés. Et dans le cadre de la mondialisation, je crois qu'il n'y a pas de schéma plus clair que la dialectique des rapports entre les divers espaces, c'est-à-dire le nord, le sud, la dialectique des intérêts qui, tout le monde est conscient désormais que une vision s'impose, cherche à s'imposer comme étant la vérité absolue de la réalisation de la socialité, alors même que les intérêts, ceux qui la mettent en œuvre,
n'en sont pas toujours eux tous conscients. Même s'ils acceptent, n'est-ce pas, que ces intérêts étant mis en œuvre, ils grappillent les résultats, hein, n'est-ce pas, ils puissent en bénéficier. Et je pense que quelles peuvent donc être les instances qui peuvent se mettre au-dessus du lot, au-dessus de tout et de tous, pour faire émerger quelque chose que tous pourraient très bien accepter. On a pu rêver, on rêve que ce soit par exemple l'ONU qui puisse le faire, comme vous avez pu le voir. Mais les conflits et les dialectiques ne sont-elles pas inhérentes au fonctionnement même de ce macro-organisme-là, tel qu'il ne soit pas sûr que ce soit toujours l'intérêt de tous, mais que les conflits d'intérêts étant présents, il y a à chaque instant, on le voit, des refus de consensus, des blocages de consensus, des stratégies de domination et d'orientation globale au profit d'un bloc, au profit d'un ensemble, et non pas au profit de tous. Mais les indicateurs que je propose donc ont valeur, n'est-ce pas, non pas seulement d'attestation qu'on peut penser autrement, mais d'invitation précisément à réaliser le monde autrement. Et lorsque j'indique aussi pour la mise en œuvre, qui devrait mettre en œuvre, c'est pour dire qu'il y a la responsabilité à laquelle tout le monde est invité. Que ce soit dans les individus eux-mêmes, par rapport à leur rapport à eux-mêmes, que ce soit les États, ou que ce soit la collectivité humaine dans son ensemble. C'est l'invitation à la responsabilité. Mais la responsabilité pour cheminer vers quoi? Pour cheminer vers ce qui a valeur, qui confère de la valeur, qui n'éteint pas, n'est-ce pas, à l'autre, les autres, et qui ne réalise pas une domination qui soit attentatoire à l'être, attentatoire à l'humanité dans son ensemble, attentatoire, n'est-ce pas, à, je pourrais dire, au cosmos. Mais, professeur, ça me permet de faire un lien avec l'un de vos collègues qui a publié un ouvrage il y a quelque temps sur les valeurs parfaites. Est-ce que l'un des problèmes n'est pas justement le fait que les valeurs soient situées et que la valeur d'hominisation, la valeur de préservation de la vie, la valeur de création d'un environnement qui soit équitable, est-ce que ce n'est pas des valeurs de faiblesse pendant que d'autres ont un autre type de valeurs qui justement leur donnent des instruments de domination sur le monde? Quand vous parlez de ce monde différent, finalement en quoi est-ce qu'il va consister? Est-ce qu'il n'y aura plus justement cette perspective de Hobbes, de domination de l'homme par l'homme? Est-ce que le rapport maître-esclave, qui est aujourd'hui la trame de fonctionnement de la mondialisation, est-ce que ce rapport maître-esclave aura disparu? Est-ce que le bien commun sera finalement partagé de façon équitable? Est-ce que les guerres cesseront? Dans cette utopie positive, cette utopie, est-ce que ce n'est pas de la prédication, professeur? Si on avait pris votre ouvrage, on avait écrit là, Père Pius Ondoa, par exemple, de la congrégation, est-ce que l'ouvrage aurait été différent? C'est une petite boutade. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre, me coller peut-être imam, bien, je ne sais pas, éminence. Mais le problème est le suivant. Faut-il que les normes et les règles qui régissent actuellement le fonctionnement du monde soient vues seulement sous l'angle de la domination de l'autre, de la domination de l'ensemble, de la domination des autres? Ou ne peut-on pas penser à les modeler ou à les moduler de telle manière que la domination soit effectivement en régression? Ça, c'est la première question. Mais ce n'est pas pour moi une question. C'est une invitation. Deuxièmement, il me semble que ce monde
que j'appelle de tous les vœux, il ne va pas se faire de manière miraculeuse. C'est justement l'invitation à la responsabilité. Et il y a de telles réticences et de telles résistances que, effectivement, il ne sera pas facile qu'on y arrive. Est-ce parce que c'est difficile qu'on y arrive qu'il ne faut pas tenter d'y arriver? Ça, c'est une question que je pose, et sans une impulsion, cette utopie, elle impulse un mouvement tel qu'on puisse effectivement penser à la possibilité réelle et à l'effectivité de la réalisation d'un changement. Si on n'a même pas cette impulsion, effectivement, on accepte le réel tel qu'il est. On est dans une vision tout à fait, pas positive, mais disons défaitiste. Or, le moment de la défaite est vraiment, c'est pas le moment de la défaite, c'est pas le moment du défaitisme. Il faudrait précisément que ce tableau avec les divers indicateurs, qui ne sont pas seulement ceux du produit intérieur brut, de ceci, que donne l'OPNU des... Bon, ce ne sont pas les mêmes indicateurs. L'inflexion tient à ce que l'insistance est mise sur l'humain, sur ce qui fait l'humain. Qu'est-ce qui fait l'humain? Ce n'est pas seulement de rester à l'état de nature, c'est-à-dire en permanent à être un loup pour l'autre homme, mais c'est précisément en devenant l'être homme avec les autres êtres hommes, et que l'ensemble puisse faire émerger les valeurs en fonction desquelles fonctionner. Ce qui veut dire que toutes les valeurs ne sont pas nécessairement bonnes. Il y a des non-valeurs qui sont exhibées, imposées comme valeurs. On ne peut pas penser que se lever le matin, prendre l'équerre et le rapporteur, on prend une carte de l'Afrique par exemple, on taille comme si c'était un gâteau. Bon, chacun dit, bon, je prends. L'autre, je prends. Sur la base de la puissance, que j'ai appelée la technopuissance. Bon, alors, est-ce que c'est une valeur a priori et humaine et humanisante de venir découper, n'est-ce pas, de venir imposer à ceux qui se retrouvent dans l'horizon des divers découpages quelque chose qui n'est pas d'eux, quelque chose qui, à la limite, est contre eux et qui les détruit en même temps qu'on détruit leurs possibilités à la fois ontologiques, économiques et de socialité. C'est extrêmement important. Est-ce que toutes les valeurs se valent? Ça, c'est une des questions que je pose. Et pour moi, une valeur ne vaut qu'en concurrence de la réalisation de la meilleure hominisation. Ce n'est que ça. Si ce sont les valeurs de puissance, il me semble que ça peut être aussi des ferments d'anéantissement. Et il ne me semble pas que ce soit de véritables valeurs. Merci infiniment, professeur, pour cet échange autour de ce fabuleux ouvrage que je vous invite tous à acquérir, publié par les éditions L'Harmattan. L'auteur, c'est le professeur Pius Ondoa. Le titre, Un monde différent, défi du présent, utopie créatrice de l'avenir. L'ouvrage est disponible dans toutes les bibliothèques et librairies L'Harmattan. C'est un ouvrage extrêmement important qui pose un regard neuf sur la problématique du développement et de l'avenir de l'humanité. Merci infiniment, professeur. Je vous remercie.